Hola los chiquitos, hola population, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Comme tu peux le voir, moi je vais très bien. Alors si tu es un nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu la connais cette fameuse chanson. Donc la voici, prends à boire, prends à manger, éteins toutes les lumières, installe-toi confortablement and let's go to the video. Ah, attendez, j'ai oublié de te dire quelque chose. Je t'invite à t'abonner, à partager, à liker, à commenter. Et n'oublie pas non plus de regarder ma dernière vidéo que j'avais sortie sur le Glow Up 2025. Il sera sur le petit i juste en haut ou dans la barre de description. Donc, on va partir avec un nouveau sujet. Et pour cette fois, ça sera un sujet sur la société. Voilà, donc on y va. Comment est né le mannequinat? Alors, il faut savoir que le mot mannequin vient du néerlandais mannequin. Alors, j'espère que je prononce correctement le mot. Donc, pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à me corriger. Donc, cela signifie petit homme. Et au Moyen-Âge, le mannequin était au centre de la couture et les femmes ne pouvaient pas s'exposer au public. Puis, il y a eu l'apparition de mannequins poupées qui étaient des miniatures qui portaient des vêtements et des costumes. Puis les couturiers ont eu recours à des silhouettes en osier, des bois et des cires pour fabriquer les patrons. Au fil du temps, cela a évolué, c'est-à-dire que les couturiers, les vendeuses elles-mêmes deviennent de mannequins vivantes. Donc on arrive finalement aux mannequins que nous connaissons actuellement. Par ailleurs, le premier défilé de mode est organisé à New York par le magazine Vogue et John Robert Powers est le fondateur de la première agence de mannequins en 1923. Plusieurs femmes issues de la classe aisée seront attirées par ce métier. En 1965, Donia Luna, connue sous le nom de Peggy Anne Freeman, fut la première mannequin noire à faire la couverture de Harper's Bazaar. Donc, première mannequin noire à faire la couverture de British Vogue lorsqu'elle vient en Europe. Mais il devra faire face à des actes racistes, des conditions de vie médiocres. Donc, c'est tout à fait normal parce que, enfin, entre guillemets, parce que c'était une noire. Donc, elle ne recevait pas les soutiens des rédacteurs en chef qui l'avaient fait figurer dans les magazines au départ de sa carrière. Donc, elle devait accepter certaines choses pour être acceptée dans le monde du mannequinat. Et donc, on a Bill Cunningham, un photographe new-yorkais qui déclare: son corps bouge comme une panthère, ses bras comme des ailes d'un oiseau exotique. Le public agit par des applaudissements nourris pour la performance du mannequin plutôt que pour les vêtements du styliste. C'est la naissance d'une nouvelle ère de la mode, celle du spectacle spectaculaire qui rivalise avec celui de Broadway. Nous avons aussi Munia, la première mannequin noire haute couture et la muse noire de Yves Saint Laurent. Comme elle le déclare dans son interview accordée à W Magazine en 2008, j'ai été la première muse noire de Yves Saint Laurent. Il a aidé à ouvrir la porte aux mannequins noirs. Parfois, j'étais sa confidente et j'inspirais parfois sa créativité. Il m'appelait Moumoun. La collection qui a fait de moi une célébrité est celle inspirée par Porge et Bess. J'ai porté un tailleur pantalon rose et un chapeau bateau. J'ai marché jusqu'à Summertime et j'ai vraiment adopté le personnage de Bess. Catherine Deneuve s'est levée et a commencé à applaudir. Yves Saint Laurent a regardé derrière le rideau ce qu'il n'a jamais fait auparavant pour voir ce qui se passait. Les gens criaient « Bravo Yves Saint Laurent » et « Brava Munia ». Il m'a prise dans ses bras et nous sommes embrassés. Pour moi, c'était de l'histoire ancienne.
comme elle le confirme, on verra l'apparition d'autres figures emblématiques noires telles que Naomi Campbell, Tyra Banks, aujourd'hui Adutz Akechi, donc j'espère que je prononce correctement leur nom. Si vous voyez que je ne prononce pas, excusez-moi vraiment. Et puis on a Akon Shanku ou encore Halima Aden. Alors, maintenant revenons au vif du sujet. Donc, au tout début, c'était juste pour vous mettre dans le contexte. Maintenant, on va venir au vif du sujet qui sont le mannequin soudanais, d'accord? Il faut savoir que maintenant, intéressons-nous plus aux mannequins noirs, hommes comme femmes. Il n'est pas nouveau que les mannequins noirs travaillent dans des mauvaises conditions. On peut le voir même avec des personnes normaux noirs. Alors, il y a une forte demande de mannequins noirs, plus particulièrement de mannequins sud-soudanaises, qui se trouvent dans les camps des réfugiés. Beaucoup des recruteurs d'agences de mannequins vont dans le camp des Kalouma en promettant des mondes et merveilles à ces jeunes femmes dans ce milieu. Effectivement, depuis longtemps, depuis plusieurs années, le top modèles soudanaises sont très demandées dans les podiums pour défiler pour des marques très prestigieuses. Ayant comme point commun les camps des réfugiés d'Afrique au Kenya. C'est assez vertigineux cette enquête. Comment les agences de mannequins recrutent dans les camps de réfugiés? C'est ça, en l'occurrence, c'est à Kakuma, un camp de réfugiés au nord du Kenya que cela se passe. Kakuma, c'est l'un des plus grands camps au monde, créé en 1992, piloté par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il accueille désormais 280 000 réfugiés, des Rwandais, Congolais, mais surtout des Soudanais qui ont fui la guerre. Kakuma, c'est une vraie ville avec une cinquantaine d'écoles, presque 2000 entreprises sur place. Et dans Sunday Times, on découvre que ce camp-là est aussi devenu un terrain de jeu pour les agences de mannequins occidentales. Des agences qui arpentent le camp, font défiler les filles, organisent même de grands castings dans des baraquements sur place. Celui-ci, au hasard, ce casting parmi d'autres, un casting à la recherche de la prochaine top modèle africaine, organisé dans Kakuma 1, zone 3, bloc 8. Alors, pourquoi? Malheureusement, ces recruteurs ne disent pas toute la vérité à ces jeunes femmes, car la plupart de ces femmes ne sont pas gardées par les marques avec qui elles travaillent. Pourquoi toutes ces agences de mannequins se précipitent là-bas? Soyons clairs, ce n'est pas pour faire de l'humanitaire, tout ça c'est du business, c'est assez cynique. Dans un camp comme Kakuma, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes seules, isolées, qui veulent s'échapper de ce camp en l'occurrence. Donc c'est une opportunité pour recruter parmi un grand bassin de jeunes filles. Et puis aussi, parce que les femmes soudanaises actuellement sont très recherchées dans la mode. La top modèle soudanaise Alex Vek a ouvert la voie ces dernières années. Les mannequins Adu Takesh ou Marie Malek marchent actuellement dans ses pas. Et peut-être que leurs candidatures ne sont pas retenues par les marques. Ces jeunes femmes, elles sont vulnérables car déjà dans le camp, elles doivent faire face à des mauvaises conditions avec leur famille. Pour échapper à la pauvreté, les jeunes femmes et hommes rêvent de devenir mannequins pour ainsi sauver leur famille. Un peu la fashion aussi. Le Sunday Times se rend compte aussi très bien comment l'arrivée de ces agences dans ces camps de réfugiés change un peu la physionomie, la psychologie des filles là-bas. Beaucoup sont désormais obsédées par l'idée de devenir mannequin. Certaines arrêtent l'école dans l'espoir d'être castées. Un peu le mannequinat comme seul espoir d'une vie meilleure. Si seulement c'était si simple. Il y a des défilés qui sont improvisés sur des terrains vagues dans des camps pour des marques recruteurs et agences repères, ceux qui ont du potentiel. Alors, parfois, les recruteurs passent par des grandes agences africaines dont certaines ne respectent pas les conditions de jeunes talents. Ils doivent se plier à chaque exigence des agences. Eux, ils proposent à ces jeunes de partir en Europe. Donc, ils vont signer des contrats qui lui seront proposés sans vraiment savoir les conditions du contrat. De cette histoire, le Sunday Times raconte ce qui se passe après, quand quelques filles sont castées. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ceci, on découvre par exemple l'histoire de Shuol, une jeune fille de 19 ans. Elle a été envoyée le 7 septembre dernier pour participer à la Fashion Week parisienne. Super nouvelle, mais une semaine plus tard, elle était déjà de retour dans son camp de réfugiés, jugée trop frêle par les marques trop minces pour travailler. C'est elle, ici au milieu. À son arrivée à Roissy, elle ne pesait que 41 kilos lorsqu'elle est arrivée à Paris. Voilà, la mode en fait raffole de la minceur des jeunes filles soudanaises, mais à quelques grammes près, un destin peut cruellement basculer. Retour à l'envoyeur donc pour Shuol. Même destin pour cette jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Ashol. Pendant des mois, elle s'est entraînée dans la boue de Kakuma à marcher avec des talons. Elle a fini par partir en Europe et par faire quelques défilés. On la voit ici défilant
à Londres pour la marque Yuan Wong. Mais après quelques semaines, le rêve s'est arrêté pour elle. Les marques, en fait, se sont lassées d'Achol, de son physique. Elle a donc dû retourner dans son camp à Kakuma et sans Asu. Et bien sûr, lorsque ces jeunes femmes, ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes ou ces jeunes tout court ne sont pas sélectionnés par les créateurs, elles se voient abandonnées par les agences, doivent quitter le sol européen alors qu'elles sont déjà endettées. De plus, on a l'exemple avec la mannequin Nya Balang qui avait 20 ans quand elle avait été approchée dans le camp de Kaguma par Joan Akorodoudou. Elle y voyait le seul moyen d'échapper au mariage forcé que son père est en train d'arranger au Soudan du Sud. Elle n'avait pas été prise lors des sélections et son argent, Joan Akorodoudou, lui avait alors confisqué son passeport, vraiment, et son téléphone. Dans une conversation qui aurait enregistré un témoin ces jours-là et que Nya Balang ne peut écouter sans effroi, on attend ces menaces. Maintenant, tu es une paria. Maintenant, tu es une paria. Ils vont te renvoyer dans le camp. Tu sais ce qui va t'arriver dans le camp? Il y a de la prostitution là-bas. Tu sais ça? Quelqu'un va abuser de toi. Malgré les accusations, les agences affirment le contraire en soulignant qu'ils aident les mannequins et qu'ils veulent qu'ils soient en sécurité selon les médias cubains. Et Isis Models assure prendre la sécurité et la santé mentale des mannequins, de ces modèles, très à cœur. Parce que beaucoup de nos mannequins sont des réfugiés, nous travaillons en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Kenya, pour s'assurer que tous les mannequins sont en sécurité lorsqu'ils quittent le camp. D'ailleurs, nous sommes plus qu'une agence. Nous considérons nos mannequins comme une famille. Alors, Select Model s'est attristé par ces accusations. C'est notre rôle d'aider nos modèles et de les protéger comme des membres de notre propre famille. Elles ne réussissent pas toutes dans l'industrie, mais succès ou non, on prend soin de tous nos modèles et nous n'avons jamais fait quelque pression que ce soit pour un remboursement de dépenses engagées ou avancées au modèle. Si elles ne sont pas contentes, elles ont toujours été libres d'être représentées par une autre agence. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi sont-elles recherchées? Alors dans le continent africain, on peut trouver plusieurs pays, plusieurs types de physiques selon les pays, donc les ethnies également. D'après mes recherches, au niveau des critères physiques, dans le monde de la mode, les mannequins sont recherchés en fonction de tendances actuelles et en fonction de la demande. Donc pour devenir mannequin, il faut répondre à des critères physiques stricts, par exemple grande de taille, mince, être sportif et en forme. Les standards varient selon les agences et avec des exigences plus élevées pour les événements internationaux. Une taille de 1m77 et une taille de 36 sont idéales. Mais des exceptions existent pour celles qui respectent les proportions attendues. Alors, le mannequinat est diversifié, alors mais strict, d'accord? Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Selon la règle de 6-20-20, soit 60% des candidats sont retenus, 20% deviennent mannequins et 20% de ceux qui défilent à l'international. D'accord? Donc, les critères physiques sont exigeants et les mannequins de grande taille sont privilégiés pour mieux valoriser les vêtements. La morphologie de mannequins varie selon l'image souhaitée par les défilés. Les mannequins doivent généralement être minces avec un poids inférieur à 5 kg au poids recommandé. Mais des exceptions peuvent exister pour des défilés spécifiques, d'accord? Donc, je peux vous dire que moi et toi, peut-être qui me regardent, nous rentrons peut-être pas dans les critères pour être mannequin. C'est à cause de leur carnation et de leur silhouette tellement particulière et elles ont des mannequins où ça peut être, quand on parle de mannequins, ça peut être des hommes comme des femmes, ils ont la peau particulière, ils ont la peau noire, donc une peau ébène, d'accord? Et lisse, d'un lisse sans défaut. Une silhouette effilée, des cheveux afro tressés qui révèlent l'élancé de leur nuque et de leur port
de tête, comme le souligne Lupita Nyong'o en 2014. Célèbre mannequin, elle était noire comme la nuit, elle était sur tous les podiums et dans tous les magazines et tout le monde parlait de sa beauté. Pour dire combien ce succès l'avait aidé adolescente à sortir de la haine de soi. En parlant de Alec Wek, top modèle anglaise originaire de Wahou au Soudan du Sud, avait su la faire éclater au grand jour au milieu des années 1990. Alors maintenant, venons aux conséquences, d'accord? Parce que toute chose a des conséquences. Quelles sont les conséquences pour ces mannequins? Quelles sont les conséquences qui existent? Eh bien, il faut savoir que malgré qu'il y a une forte demande de mannequins noirs dans l'industrie de la mode, dans les coulisses, les conditions restent à désirer. C'est pas nouveau tout ça. Certains mannequins noirs n'ont pas accès à la même considération. I'm sick and tired. I'm done. Everybody always fucking wants, right? You want to be a fucking model. You want to be this. You want to be a successful one. But the thing is, you don't know how lonely it is at the top. And not only that, the people that work with you are constantly telling you that you need to be a person and that you're the horrible person. Constantly on a daily basis. I'm sick and tired. I'm done. If I do commit suicide, know that I commit suicide because of you, motherfuckers. I'm done with this shit. I can't do it. Les maquilleurs et les coiffeurs ne sont pas formés pour maquiller les différentes peaux noires, les différentes carnations et à coiffer les différents types de cheveux. Parce que les cheveux crépus, ils ne sont pas tous les mêmes, ils sont tous différents. Donc certains mannequins viennent avec leur propre coiffure, leur propre maquillage et se coiffent. Donc cela veut dire quoi? Tout simplement qu'elles vont se maquiller et se coiffer eux-mêmes. Et bien sûr, cela ne s'arrête pas que là parce qu'elles sont aussi moins payées car il y a cette question sur l'identification des femmes. Avec le fait que les femmes noires sont de plus en plus représentées et elles sont dans le top. Cela à cause de notre physique qui n'est pas soi-disant adapté aux règles rapportées par les conservateurs. Quand je parle de conservateurs, je parle vraiment de ceux qui ont une idée vraiment très précise sur ce qui devait être la mode et qui sont les personnes qui devraient l'incarner. Mais aussi nos attributs physiques qui ne sont pas adaptés aux coupes de vêtements, nos nez qui ne sont pas jolis en photo. J'ai bien dit entre guillemets parce que je ne suis pas d'accord, on est tous très belles. Là encore, on voit que les femmes sont choisies selon des critères qui restent très, mais lorsque je vous dis, très normatives et occidentaux. Donc les critères sont encore plus sévères pour les mannequins de couleur. De plus, les mannequins peuvent rester plusieurs mois sans être payés. Les agences font avant tout du business et recherchent leurs propres intérêts. D'accord? Donc, lorsqu'ils voient une femme noire qui répond aux critères de beauté, en fait, ils voient leur intérêt. Ils ne voient pas du tout la personne. Pour certains, je ne peux pas mettre tout le monde dedans. Pour certaines personnes, certaines agences, certains créateurs et défilés de mode, lorsqu'ils voient une femme noire, pour eux, ils voient un produit. Donc, ils cherchent leur propre intérêt. Donc, cela va se voir parce que tout simplement, elles vont payer leur propre billet d'avion, les visas, les passeports, leur logement et frais sur place. Le plus souvent, son premier salaire sera déboursé pour payer sa dette. Et dans les cas contraires, les mannequins sont endettés. Et dans les pires des cas, c'est parfois les agences qui prennent en charge
tous les frais. Mais les agences se remboursent les frais en avance. Et bien sûr, lorsqu'on parle de dettes, souvent ce mannequin se retrouve endetté, souvent avec des dettes qu'elles ne peuvent pas bien sûr rembourser. Donc elle se retrouve dans des conditions vraiment déplorables. Et j'avais vu d'ailleurs que dans un reportage, il y a même une mannequin qui s'est sentie obligée de retourner là où elle était, c'est-à-dire de recommencer tout à zéro. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'en fait, elle s'est sacrifiée tellement que au lieu en fait que sa vie s'améliore, sa vie s'est encore empirée parce qu'elle se retrouvait avec beaucoup de dettes dont elle était vraiment en totale incapacité de le rembourser. Et sa femme aussi ne pouvait pas l'aider à rembourser ces dettes-là. D'accord? Donc, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que vous allez liker, vous allez partager, vous allez commenter. Donc, je vous invite d'ailleurs à le faire si tu le veux, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!